quelqu'un veut tout de suite poser une question, sinon je commence. Je voudrais vous poser une question à propos de l'attribution de cette métaphore évolutionnaire. Si je ne me trompe pas, ni Debussy ni Stravinsky n'ont eu droit à cette labellisation de type métaphorique que vous avez décrite à propos de Schoenberg. Est-ce qu'il y a des explications particulières à ce privilège de Schoenberg par rapport à deux autres compositeurs qui ont joué un rôle tout aussi fondamental dans la musique? Alors, je ne suis pas sûr que Schoenberg soit le seul. Je suis même sûr que ce n'est pas le seul, mais c'est nettement le révolutionnaire par excellence. Dans l'historiographie, en tout cas, il y a une sorte de prototype qui est lié, je crois, non seulement à l'impact de la perception de sa transgression, disons, comment ça a été vécu concrètement dans les scènes de concert, et pas seulement à Vienne, hein, ça a été vraiment récurrent, cette intensité dans la polémique, disons. Ça, c'est quelque chose qui est assez unique. Ce qui n'empêche que, par exemple, hier, je suis tombé sur un texte de Bartók où il mettait Stravinsky et Schoenberg sur le même plan en disant ils ont tous les deux été considérés comme des révolutionnaires. Donc, je réponds, pour Stravinsky, c'est nettement moins évident que pour Schoenberg, mais il y a quand même une figure du révolutionnaire Stravinsky qui est liée probablement au sacre du printemps et à la question du scandale qui l'a entouré, où là on a pour le coup des scènes tout aussi dramatiques, dramaturgiques, de disruption de l'ordre, etc. Même si bon, le scandale du sacre, il ne se limite pas à ça, mais il y a une idée reçue sur ce qui s'est joué en 1913 au moment de la création qui justifie qu'il y ait au moins une petite tradition du Stravinsky révolutionnaire. Et Bartók, en fait, les renvoie dos à dos. Et il les renvoie dos à dos pour dire, en fait, on appelle ça des révolutions, mais c'est plutôt des évolutions, etc. Quant à Debussy, je ne sais pas, ça serait une enquête à faire. Dans quelle mesure... moi, je pense que pour un sens commun historiographique récent, quand même, vous les avez cités, justement, Stravinsky, Debussy, Schoenberg, vous risquez de trouver des histoires un peu banalisées de la musique du XXe siècle, où vous aurez bien ces trois figures comme les trois révolutions inaugurales du XXe siècle. Donc je pense qu'il y a aussi un Debussy révolutionnaire, quelque part, qui a sa propre vie, disons, dans les représentations. Mais bon, j'imagine que là, il y a des questions de perception simples, en effet. Il suffit d'écouter une œuvre de Debussy pour comprendre que les associations à des métaphores d'attentats, de terrorisme, d'anarchisme sont beaucoup moins vraisemblables. Et là, c'est une question d'affordance. Enfin, dans quelle mesure ces musiques prêtent ou ne prêtent pas prise pour qu'un certain vocabulaire soit déployé. Dans le cas de Schoenberg, si vous entendez, vous écoutez des œuvres même pré-atonales, comme Péléas ou Mélisande, c'est une œuvre qui est tonale, mais dont les textures d'intensité, disons, sont suffisamment extrêmes pour que déjà tout ce vocabulaire se soit mis en place. On a parlé de terrorisme, on a parlé d'attentats, on a parlé de toutes ce type de choses, alors que ce n'était pas spécialement l'harmonie tonale qui était visée, mais bien le niveau extrême de l'expérience en tant que telle. Moi, je vous poserais volontiers une question à tous les deux en forçant un petit peu la différence entre les deux démarches, parce que ça se percevait peut-être aussi dans le ton de chacun et dans la différence, disons, des histoires par lesquelles vous veniez à une métaphore étonnamment... à des métaphores étonnamment proches, puisqu'on retrouvait exactement ce sentiment de la libération de l'unité minimale. Mais ce qui me frappe, c'est la différence entre, du côté de la littérature, une revendication explicite, et du côté du cas Schoenberg, une accusation est finalement quelque chose qui prend place dans un dispositif de censure, comme tu l'as dit, et qui donc vous conduit à des attitudes intellectuelles différentes, ironiques et soupçonneuses un peu du côté de Laurent, qui termine son livre, dans mon souvenir, sur Paulan, en disant si cette histoire est close, peut-être est-ce une chance
pour que nous espérions une réconciliation avec notre propre langage. Je crois que tu dis ça. Et puis un ton ou une attitude à l'égard de la métaphore qui n'était pas la même du côté d'Esteban, puisqu'il s'agit là de mettre en valeur la violence d'un dispositif de censure qui passe par une accusation métaphorique. Et je viens de façon un peu détournée et complexe à ma question, mais je me demande s'il n'y a pas justement une différence cruciale entre se rebeller contre un ordre esthétique et culturel, les règles de la musique tonale, et où la rupture avec cet ordre est aussi une aventure perceptive. Ça peut être justement, c'est une déshabituation, c'est une aventure de la perception, si on veut, qu'on accepte plus ou moins. Et puis quelque chose qui est quand même assez différent, qui est la rupture à l'égard de l'institution du sens et à l'égard du langage comme espace commun. Est-ce qu'il y a une différence de cet ordre-là entre, disons, ça n'est pas du même ordre qu'il s'agit, et donc ça n'a pas du tout le même sens de défaire un ordre esthétique et de défaire l'institution du sens comme espace du commun. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? C'est clair ce que je raconte, mais en tout cas, ça me... parce que ça m'a frappé qui est l'envie de se méfier, en gros, de la métaphore d'un côté, et de l'autre, un autre type de traitement de cette histoire. Oui, c'est vrai que c'est des métaphores qui sont produites par les poètes eux-mêmes, et pour qualifier ce qu'ils font, ce qui est donc évidemment très très différent de la réception. Au fond, tu étais sur le plan d'une réception rarement positive à travers cette notion de révolution. Effectivement, l'envers, j'en ai pas parlé, de la révolution poétique, serait du côté de... Et on ne quitte pas en fait l'espace des métaphores politiques, mais elle est du côté de Paulan, avec une poétique du lieu commun qui est aussi une politique de la démocratie chez Paulan. Paulan apparaît comme l'exact envers, en fait, sans quitter. Enfin, lui aussi, pour finir, s'appuie sur des métaphores politiques, avec en travaillant, alors cette fois-ci, c'est pas révolution, c'est lieu commun, en fait, ce qui va faire le pivot métaphorique entre espace social et espace du sens. Et il y a chez Paulan une élaboration très personnelle et très singulière, parce qu'il est seul, en fait. Autant il y a une histoire de la révolution poétique, autant Paulan est une sorte de producteur isolé de cette pensée du lieu commun et du lien qu'il pourrait y avoir avec la fondation d'une démocratie. Alors d'une certaine façon, il est dans le même espace, parce que lui aussi pense qu'il peut y avoir des actes politiques à travers le langage, en fait. Hein. Mais c'est des actes politiques qui sont inverses, au fond. C'est des actes de réunion, de partage autour du langage. Et il y a une polarité Blanchot-Paulan qui est considérable, parce que en fait, ils sont exactement aux antipodes. Mais le paradoxe, c'est que Blanchot a commenté Paulan, La terreur dans les lettres, et Blanchot, avec cet art du retournement extraordinaire, en fait, arrive à comprendre Paulan à l'envers de ce qu'il dit réellement, et à valoriser le caractère inévitable de la terreur chez Paulan, enfin, à le faire basculer de ce côté-là. En tant que lecteur, bon, il y a eu un moment où Paulan a compris en fait que Blanchot était en train de le retourner, et s'est beaucoup éloigné de lui. Mais c'est intéressant que le contraire de la révolution, ici, ça ne soit pas la conservation ou l'ordre,
mais le commun. Enfin, c'est... Oui, mais c'est assez juste, hein, parce que de l'autre côté, c'est vraiment c'est la déliaison et c'est une événementialité solitaire, finalement. Juste une parenthèse sur la question du mot révolution, son caractère glissant. Hein. Moi, je pense que, bon, au XVIIIe, il faut être très prudent parce qu'on trouve, par exemple, le syntagme révolution littéraire, mais il faut le prendre au sens des révolutions géologiques, hein, ou il faut le prendre au sens de mutation brusque. Hein. Donc, je ne crois pas qu'avant la Révolution française, il y ait une utilisation du mot révolution qui ait la valeur politique qui lui a été donnée par la suite. Et aujourd'hui, je ne sais pas très bien, finalement, quand on parle de révolution numérique, si révolution, ce n'est pas tellement vidé qu'au fond, il n'y a plus aucun sous-entendu politique, mais on serait, j'en sais rien, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on serait revenu à quelque chose qui serait plus proche en un sens du sens du 18e, c'est-à-dire un truc qui change brusquement, ça change du tout au tout, mais ça n'a pas de valeur d'événementialité particulière, si ce n'est la brusquerie, du caractère inattendu de la chose. Ça a dû être ça au début, mais sauf que c'est en permanence rechargé politiquement par voilà, les usagers, l'émancipation, l'utilisation de parce qu'il y a aussi dans les événements politiques. Oui, donc aussi, initialement, révolution numérique. C'est vrai qu'il y a l'idée d'intelligence collective, enfin il y a aussi l'idée que voilà, c'est Wikipédia, il va y avoir du savoir qui va s'auto-organiser à partir des individus. C'est vrai, il y a sans doute comme ça des ondes encore du politique là-dedans. Alors dans quel cas on peut la prendre au sérieux, cette homologie entre, libérer le peuple des sons et libérer le peuple des mots? Est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Dans quel cas? Ou est-ce que forcément un historien... C'est toujours sérieux. Oui. C'est toujours sérieux, même si ça n'a rien à voir avec la liberté des gens, parce que c'est ça le point. Mais ça a toujours été sérieux dans ses propres termes. Mais d'ailleurs, ça a produit au moins un changement dans les modes de perception, c'est clair. Bon, les arts ont apporté ça, la poésie, la musique, ça me paraît clair. Et on peut toujours extrapoler à partir de ça et dire que ça a produit un effet politique, même si ça n'a pas fait avancer en tant que tel la révolution au sens politique du terme. Alors, moi, j'aurais envie d'essayer de répondre un tout petit peu à ce que tu as dit, à la question de Marielle et aux commentaires de Laurent. Moi, j'aurais adoré trouver, peut-être que ça existe quelque part, mais un compositeur qui aurait dit, moi aussi, lui aussi, je suis la révolution, je le cherche et je prends. Peut-être qu'il y en a eu, hein, et là, bon, je me suis concentré sur Schoenberg, mais il y a eu tellement de modes d'interaction entre des pratiques artistiques, des pratiques politiques. Par exemple, le free jazz et tout ce qui est proche des pratiques de musique improvisée dans les années 60, plus ou moins connecté à mai 68. Bon, je suis la révolution, la phrase, je ne l'ai pas trouvée, et ça m'étonnerait franchement qu'on l'assume en tant que telle, mais qu'il y avait dans beaucoup d'espaces des gens avec une sensibilité proche, ça me paraît clair. Et ça me paraît d'ailleurs plus probable que ça se soit joué de cette manière dans des lieux qui n'étaient pas les lieux institutionnels de la musique contemporaine, savante, etc., que là. Cela dit, la question de est-ce que c'est une différence, le fait que moi j'ai travaillé sur des matériaux de réception, tandis que toi tu peux trouver des poètes qui le disent, bon, ça tient bien sûr au type de travail que chaque artiste fait, et donc je serais curieux de savoir si dans la réception des poètes en question, il y a des échos, et voire des échos contradictoires de ça. Autrement dit, si eux aussi, même si c'était les premiers énonciateurs, se retrouvaient pris dans toute ces tensions de récusation et de réaffirmation qui caractérisent ce que moi j'ai pu voir du côté des musiciens. Bon, c'est un peu j'ai pris l'exemple de Maurras, parce que Maurras a une caisse de résonance remarquable. Oui. Au fond, il prend... En fait,
c'est un politique qui prend au sérieux la question esthétique et la question de ses implications politiques. Il y croit lui aussi, foncièrement. Pour les autres, c'est difficile à dire parce que je ne sais pas s'il est... Souvent la situation est très confuse. Par exemple, si je prends les surréalistes, ils sont dans un double rapport aux politiques. Il y a une sorte, au fond, de mythe révolutionnaire proprement surréaliste, où je retrouverai en gros mes deux composantes, c'est-à-dire à la fois le premier surréaliste est en attente d'événements, d'événements au fond sur lesquels ils n'agissent pas. Ce sont des événements qui doivent survenir. Breton est en attente. Sur le boulevard Bonne Nouvelle, il attend que ça se passe, mais que quelque chose de l'ordre de l'absolu se passe. Puis il y a une poétique qui est évidemment, elle aussi, une poétique de la déliaison autour de l'écriture automatique. Donc on a ces deux plans. Et lorsqu'en 1924, Breton appelle sa revue La Révolution surréaliste, ce qui est très très frappant, c'est que ça fait référence vraiment à cette événementialité poétique et pas du tout à une prise de parti politique, parce que en 24, il n'est pas du tout politisé en réalité. Enfin, il a une sensibilité anarchisante un peu, mais il n'est pas du tout, on n'est pas encore, c'est qu'en 25 qu'il y aura des discussions avec le Parti communiste. Alors après, il y a une grande confusion parce que ensuite le surréaliste dit, bon, on va se mettre au service de la Révolution. Donc, la Révolution est sur deux plans, parce que tantôt c'est celle du Parti communiste, mais en même temps, c'est jamais vraiment accepté. Et puis, il y a la leur de révolution parallèlement qui n'a que très peu de rapport, en fait. Et surtout, il y a des présupposés qui sont absolument incompatibles. Et je dirais, en particulier, il y a un présupposé qui est incompatible, c'est celui de la passivité surréaliste absolue, c'est-à-dire le fait que la surréalité, elle doit surgir, mais on n'agit pas pour qu'elle arrive. Et ça, c'est un présupposé qui va à l'encontre de tout militantisme, évidemment, de tout travail véritablement politique. Et c'est peut-être... Mais cette passivité n'est pas sans rapport avec le credo esthétique dans l'automatisme. Credo, donc, dans l'autonomie du langage, des mots, mais aussi d'autres choses. Et les deux sont liés. Donc, dans ce cas-là, ils sont attaqués souvent pour leur engagement révolutionnaire, mais en réalité, c'est pas leur engagement révolutionnaire qui compte, qui est la version, je dirais, politique exotérique, mais leur politique, je ne suis même pas sûr qu'elle soit aperçue ou comprise véritablement par ceux qui les critiquent. Ceux qui les critiquent en tant qu'ils sont engagés. C'est ce qui est un autre plan. Tu n'avais pas fini peut-être? Oui, il y avait quelque chose que j'avais envie de répondre face à ta question tout à l'heure, c'est la question de la perte d'intelligibilité. Comment l'événement, si événement il y a, est vécu ou non comme perte d'intelligibilité. Il faut savoir que la question de l'atonalisme arrive à la fois portée par un soupçon de rupture d'intelligibilité, enfin de vraiment être hors intelligibilité et hors normativité, parce que les deux vont ensemble. Parce que la musique, elle a quand même
une singularité, c'est qu'elle est la plus codifiée des pratiques artistiques, je crois. L'équivalent des traités d'harmonie, on les trouve, je crois, peut-être dans la peinture, mais ça m'étonnerait. Le type de grammaire codifiée où vous pouvez mettre tel accord dans telle position, mais pas dans telle autre, et vous pouvez le renverser comme ci, mais pas comme ça, etc. Ce niveau pratiquement obsessionnel de codification des bonnes pratiques, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant et qui tout de suite induit, bien sûr, des critères de jugement par c'est dans les clous, c'est pas dans les clous, c'est transgressif, c'est pas transgressif, c'est mal fait ou c'est bien fait. Et donc la question de l'intelligibilité du sens, elle est indissociable de question de normativité. Mais en même temps, comme les musiciens, ils ont une sorte de doxa organiciste justement sur l'évolution historique de la musique. Donc pour chaque personne qui va dire il y a rupture de contrat sur le plan de l'intelligibilité, il va avoir quelqu'un en face qui va dire ce que vous appelez ça rupture d'intelligibilité, en fait ce n'est qu'un processus dans une évolution organique qui est inscrit dans les gènes du système tonal, à savoir, et là il y a un schéma récurrent, c'est de dire tout ça est la faute à Wagner quand il a introduit le chromatisme, et en plus le prélude de Tristan et Isolde fonctionne comme œuvre fétiche pour ça. Une fois que le processus de chromatisation est engagé, le révolutionnaire en question, c'est celui qui a tiré les conséquences de quelque chose qui est déjà inscrit. Et là, on retrouve la question de la passivité. Dans la mesure où Schoenberg et ses amis, en général, ils vont dire on n'a fait que tirer les conséquences de ce qui était déjà inscrit dans la chose, et de ce point de vue, ça produit un effet contradictoire par rapport à ce qu'est la figure héroïque de l'acteur de tout ça. Parce que si, d'une part, c'est l'artiste romantique qui se dresse contre les conventions de son temps, etc., et qui se met en danger, là, on a une figure de l'activité qui est tout à fait difficile à faire fonctionner ensemble, avec l'idée que c'est celui qui a simplement suivi un mouvement historique dont il n'était pas maître et dont il n'était même pas capable de comprendre exactement les enjeux, etc. Et comment les deux choses sont réconciliées, mon impression, c'est que ce n'est pas réconcilié dans l'histoire de la musique jusqu'à aujourd'hui, où on a tantôt des éloges de l'héroïsme transgressif et des manières savantes de montrer la continuité logique de tout ce processus sur le long terme. La seule chose qui est peut-être... je voudrais quand même ajouter que la question de la révolution, elle revient, je crois, très marquée du point de vue axiologique, parce que quand même, c'est une manière de colorier, du point de vue des valeurs, le geste technique. Et ça vaut aussi bien pour ceux qui aiment la révolution, disons, que pour ceux qui la pourfendent. Dans tous les cas, je crois, où on est sur le registre sémantique de la révolution, on est en train de faire des attributions de valeur morale. Ça me paraît impossible de ne pas le penser comme ça. Et donc, on sort d'un débat technique, ou en tout cas, on fait ce genre attribution de sens plus attribution de valeur morale. Et c'est ça qui charge en plus, d'un point de vue même dramaturgique, la question historiographique, parce qu'on lit ces récits des révolutions successives, lorsqu'il y en a plusieurs, comme un récit moral. Et j'imagine que dans les histoires de la poésie, on doit retrouver à peu près la même configuration de ce point de vue. Enfin, il n'y a pas de révolution neutre, soit on est pour, soit on est contre, mais c'est forcément un événement qui est un événement absolu, qui est un événement qui est une rupture dans la temporalité, et qui a une signification morale, qu'on la déplore ou qu'on... Non, et ça, c'est... Enfin, sinon, ça n'a pas de sens, il me semble. Je trouvais passionnant les deux exposés. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Laurent Génier sur son analyse très subtile de l'idée du mot de révolution dans le champ surréaliste. Mais dans vos deux fascinants exposés, vous n'avez pas fait intervenir un domaine de la pensée où le mot de révolution au XXe siècle a été employé dans un sens à la fois très particulier et très singulier, et très général aussi, à savoir le domaine d'histoire des sciences. Puisque si, je veux dire, l'histoire de la physique, qui a quand même tellement marqué le XXe siècle, en 19, Valérie écrit dans la NRF un article sur l'évolution de la physique quantique, et il résume une communication à l'Académie des sciences
de Grande-Bretagne. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Qu'est-ce que les physiciens, en tout cas, ont compris pendant tout le siècle, c'est que la physique de Newton était que la révolution de la physique quantique, disons ça comme ça globalement, je n'en sais pas plus que vous sur le domaine, mais était un cas particulier que la physique de Newton était un cas particulier du système élaboré par la physique contemporaine. Autrement dit, le mot de révolution est assumé comme un petit noyau archaïque. C'est presque l'inverse dans ces images. Un petit noyau archaïque, mais toujours valable dans un certain champ du savoir. Un petit noyau au sein d'un système de pensée qui englobe d'autres phénomènes, le micro et le macro. Donc, alors, il me semble que cette idée de révolution, cette métaphore de la révolution, elle travaille différemment dans le champ de l'histoire des sciences, et je me demande jusqu'à quel point elle ne travaille pas de façon un peu analogique aussi chez les surréalistes. Mais ça, c'est mon hypothèse, peut-être un peu trop singulière. Il me semble qu'il y a une très grande politisation de la littérature en France à partir du romantisme, et que c'est difficile quand même d'imaginer qu'il y a eu des usages neutres, si j'ose dire, ou objectifs de l'idée de révolution au sens de révolution scientifique. Enfin, encore une fois, parce qu'au fond, la dimension politique, elle n'a cessé d'être revendiquée, d'être alimentée depuis Hugo. Donc, je ne sais pas ce qui pourrait étayer cette idée. C'est un peu paradoxal, parce qu'il y a une telle, au contraire, phraséologie révolutionnaire et politique chez les surréalistes, que c'est un peu paradoxal de penser à... Et c'est sur l'idée d'événement que tout est très complexe. Hein. Et l'événement, si on définit l'événement comme comment dit Barek Riegel, je cite toujours, mais j'oublie évidemment dans le moment opportun, comme la résultante de la série de ses effets. Hein. Ça, c'est définition par une historienne reconnue de la notion d'événement historique, résultante de la série de ses effets. Donc, ce n'est pas l'émergence de quelque chose dans une linéarité temporelle, c'est une analyse par l'homme des conséquences économiques et spirituelles de tel ou tel machin qui appartient immédiatement au passé, hein, puisque l'événement est alors décrit juste après qu'il a existé. Alors, bon, moi, ce sont deux lieux d'étonnement de ma part que j'étale ici, hein, sans du tout contester ce que vous avez dit. Mais c'est vrai que, pour ma part, j'ai ce fantasme que l'histoire des sciences et le modèle de la physique contemporaine a beaucoup travaillé les gens, et que c'est peut-être un peu comme ça qu'il faudrait comprendre la révolution numérique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que c'est une révolution dans le sens où on entendait le 19e siècle ou le 18e, ou est-ce que c'est l'appréhension de tout ce que l'homme a vécu jusqu'ici comme un cas particulier d'un système plus général qui est en train de s'élaborer avec des signes qui sont d'un autre type. Moi, je trouve très, très intéressante ta remarque, parce que déjà, il me semble qu'il y a des comparaisons entre Einstein et Schoenberg. À un certain moment, enfin, ça fait bien sûr une doxa très, très superficielle, etc., mais ce n'est pas complètement absurde
Et donc on doit trouver ça. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse dans ta remarque, c'est l'idée de la révolution scientifique comme quelque chose qui déjà serait bien sûr travaillé par un imaginaire politique. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des histoires de à quel moment on a commencé à parler de révolution scientifique. Je ne crois pas que ce soit Kuhn qui a inventé le terme, bien sûr. Là, le même type de transfert métaphorique qui s'est opéré vers les champs artistiques a sans doute joué dans le domaine des sciences. Et donc, on avait le même type de transposition imparfaite. Parce que, bon, ça fonctionne comme ça. Quand on transpose d'un champ vers un autre, on retient certains traits. La révolution politique, on va retenir l'idée d'une interruption temporelle, mais on ne va pas transposer le comité de salut public, par exemple. Enfin, donc, tout ce genre de travail est forcément incomplet. Et c'est bien pour ça que c'est heuristique, sinon ça ne pourrait jamais fonctionner. Donc tout ça sont des transpositions partielles. Et en même temps, je me dis qu'il y a peut-être des chances que ce qu'on appelle une révolution en sciences et une révolution en musique, en tout cas, soit bien plus proche que ce que peut donner la comparaison point par point entre une révolution en musique et une révolution politique. L'idée de science normale par rapport à ce qu'est la stabilité d'un langage comme le langage tonal, ça se tient assez bien. Le rôle des institutions là-dedans, la question de la reproduction des savoirs en tant que savoir-faire, tout ça c'est assez proche finalement. Et donc, en effet, d'un point de vue formel, il y a plus de choses en commun entre une révolution scientifique et les révolutions qu'on attribue à des gens comme Schoenberg qu'entre Schoenberg et Robespierre, disons, pour rester sur ce genre de registre. Il n'empêche que pour les révolutions scientifiques comme pour les révolutions artistiques, et là je retrouve la remarque de l'autre, je suis d'accord avec l'idée que même si je pense qu'il y a un niveau de flottement, disons, dans qu'est-ce qui est le centre littéral de la chose, c'est quand même la révolution politique qui reste le moins flottant, disons, des niveaux de signification. Pardon, parce qu'il y avait trois personnes qui avaient... Non, c'était à propos de la place du politique dans le surréalisme. Quand même, tout ça se termine par un éloge du mythe dans le surréalisme. C'est-à-dire que si on se reporte à la dernière période, quand même, du surréalisme, des années 50-60, il n'y a aucun doute que le mythe intervient là comme toute autre chose que la révolution, quelle qu'elle soit. Autrement dit, cette idée de jeu entre l'archaïque et le neuf, ça travaille aussi le surréalisme. Pardon, j'ai... Non, merci. Jusqu'à vous avez une question. Oui, moi j'avais envie de réfléchir sur deux remarques que vous avez faites. Une, Esteban, vous avez parlé de cette idée qui, à mon avis, est très, très juste, qu'il ne faut pas penser que les sens métaphoriques viennent après le sens propre, mais qu'en fait, il y a aussi un effet de retour de toutes ces métaphores littéraires, aussi sur le plan politique. Et d'autre part, l'idée que vous avez soulignée, au contraire du fait qu'il ne s'agissait pas toujours des mêmes révolutions, et que du coup, même la réflexion poétique, c'est pas dire qu'elle était influencée uniquement qu'elle était influencée par ces révolutions, mais aussi que la manière dont le côté de l'événement poétique était pensé était différente selon les époques. Et c'est pour ça que ce qui me paraît intéressant dans une démarche historique de la métaphore de la révolution, c'est pas tant de montrer la cohérence de cette métaphore, mais de montrer que des choix poétiques différentes, comme le fragment ou l'esthétique doublant, ou aussi la poétique du mot, justement, de Hugo, ça présuppose pas du tout la même pensée de l'événement poétique. Et j'ai juste réfléchi à ces trois choses et imaginez que la révolution, c'est l'interruption d'un flux, comme ça peut être l'idée l'idée de doublant, il y a cette idée d'une chose qui s'arrête. C'est pas du tout la même pensée de la révolution, de l'événement qu'il y a dans le fragment, que c'est plus quelque chose qui casse, c'est plus l'image de l'attentat, je pense. Moi je le vois un peu comme ça, comme quelque chose qui casse l'ordre, et donc c'est vraiment une pluralisation qui peut être possible. C'est comme ça qu'elle la pense Barthes, par exemple. Et d'autre part, l'autre image, qui serait plus liée à Hugo, c'est plus une image de la chaîne, donc c'est l'idée d'émanciper les citoyens, et donc c'est toute une autre pensée de la révolution. Et ce qui me paraît important, c'est de montrer que oui, ça dépend des révolutions historiques, mais ça dépend aussi vraiment de ceux qui intéressaient à
à chaque écrivain de comprendre en fait de la littérature et de la poétique. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment très belle l'idée de faire une histoire littéraire de cette manière-là, à partir de métaphores qui ont aidé à penser la littérature. Oui, moi je pense que une métaphore c'est une structure ouverte en fait et historique, effectivement, et c'est très glissant. Enfin, c'est très glissant parce que là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Esteban, je suis pas sûr qu'on puisse contrôler complètement les inférences d'une métaphore, et souvent on s'aperçoit que ce qui semble pas du tout pertinent fait retour quand même. Je prends l'exemple, en fait, je reviens à la question de la terreur. Au fond, apparemment, la métaphore hugolienne, elle est très positive. En fait, c'est pas si simple, parce que Hugo, en 1830, il est franchement hostile à la Révolution et surtout à la terreur. Et en 1854, bon, il reste quelqu'un vraiment un modéré. Et je crois que pour lui, il y a de la terreur qui rôde, en fait, dans le lien même qu'il fait entre poésie et révolution. Il y a, malgré lui, en fait, la négativité, au fond, qui est liée historiquement à l'événement révolutionnaire, parce que alors, pour lui, c'est vraiment 89, c'est vraiment la terreur est très présente dans son esprit. Donc ça reste là. Donc, c'est assez paradoxal parce que théoriquement, ça devrait être une métaphorisation totalement positive. Et ce retournement, en fait, cet incontrôlable, au fond, qui est lié à la Révolution, est présent aussi dans la métaphore. C'est comme si elle traînait ça avec elle. Pour le reste, je suis entièrement d'accord avec vous que, bien sûr, ça bouge énormément. Ça bouge énormément, parce que les notions de révolution, l'imaginaire de chaque révolution, évidemment, est très différent. Et dans l'histoire de cette métaphore, on peut scander en gros 89, 1917, et puis du côté de tel quel, Mao, la révolution culturelle. C'est quand même des univers politiques très, très éloignés les uns des autres, et à chaque fois, ça recharge en fait la métaphore un peu différemment, mais il m'a semblé qu'il y avait quand même des constantes, en fait, et c'est ce qui permettait quand même de faire une histoire. Et c'est les deux que j'ai nommés, c'est quand même l'anti-organicisme et l'événementialité absolue. Et que ça, plus ou moins, ça reste, avec des nuances. Oui, en pensant plutôt à aujourd'hui, plutôt qu'à l'histoire de cette métaphore, plutôt à la situation actuelle, je me demandais, je voudrais vous demander ce que ça entraîne la ruine de cette métaphore du point de vue des catégories esthétiques qui lui sont associées, par exemple celle d'une frontière. Je pense à ce qu'a dit Esteban, c'est du moment où cette frontière est dépassée qu'il y a censure, et du coup quelque chose comme un discours peut se faire, un discours critique. On a perçu un dépassement, quelque chose comme un dépassement. Et de l'autre côté, plutôt du côté disons, des poètes, l'idée que peut-être ce n'est pas du même ordre, mais enfin qu'il y a une manière de rendre compte du réel par la poésie, par les langages, qui doit dépasser certaines frontières formelles, ou trouver d'une certaine manière d'autres formes. Est-ce que la ruine d'une métaphore comme celle-là entraîne la ruine de beaucoup d'autres composante, disons, de la conception esthétique qui est peut-être la nôtre? Il me semble que c'est lié à la ruine de l'avant-gardisme, plus généralement, et en particulier en littérature. Mais il n'est pas sûr que le politique ne puisse faire retour en poésie à travers toute la thématique de la traduction, alors maintenant, parce que la traduction et le caractère extrêmement militant en fait de certaines revues, la revue Poésie de Guy, autour du traduire,
a manifestement des arrière-pensées qui sont des arrière-pensées politiques. Voilà. Donc je crois qu'on est plus dans un espace de la transgression, en fait. Voilà. Mais peut-être que par la traduction, il peut encore y avoir une pensée politique du langage, en fait. Voilà. Tout autre. Moi, très rapidement, je pense que la Révolution a été une figure parmi d'autres des manières d'identifier la configuration frontière, comme tu as dit, ou transgression de la frontière, et que donc ce n'est pas parce que la métaphore de la Révolution semble morte, ou en tout cas endormie, qu'on n'a plus de munitions, disons, quand il y a quelque chose qui apparaît comme une transgression non voulue, contrairement à une transgression voulue qui reste en même temps une doxa de comment les choses doivent progresser. Donc, bon, on va pas punir quelqu'un pour dire je suis la Révolution, mais s'il passe du trop par rapport à une notion d'excès, on trouvera la manière de le mettre à sa place, ou en tout cas d'essayer. Et bien sûr, les frontières, on ne les trouve pas là où on les trouvait. Je pense que par exemple, la question de l'hybridation dans certains domaines liés à la musique savante implique des zones dangereuses. Par exemple, on a accepté l'idée qu'il y a des hybridations possibles en musique savante avec des formes dites populaires. En même temps, si on va trop loin dans l'éclectisme, il y a sanctions morales, enfin, il y a un discours qui vient dire quelque chose comme c'est pas bien. C'est pas nécessaire d'activer la métaphore révolution pour que ce contrôle s'exerce. En même temps, je dirais que la configuration actuelle est telle qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de juge incontestable, enfin, il n'y a pas de centre à partir duquel on distribuerait les points mauvais et bons, quoi. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de révolution qu'il n'y a plus de contre-révolutionnaires de ce point de vue. Enfin, c'est mon impression. En fait, bon, entre-temps, j'ai perdu le fil de ma question, mais c'est pas grave, juste une simple remarque. Quand vous disiez, Esteban, tout à l'heure, que à votre connaissance, il n'y avait pas de compositeur qui avait dit « je suis la révolution », etc. Je pense quand même que c'est au maître, en fait, quand même, les futuristes enfin, l'objet en solo, quand même, enfin, le discours était clairement « nous sommes la révolution ». Et en fait, enfin, l'art est révolution, mais aussi dans le... enfin, je pensais à ça, mais dans le... peut-être pas dans le « je suis la révolution », mais plutôt dans le « nous ». Et donc, aussi dans la question des collectifs, enfin, je veux dire, avec des manifestes, etc., qui je ne sais pas, qui supposent peut-être une autre voie par rapport à... Enfin, peut-être que ça fait plus révolution, enfin, je ne sais pas, mais je regarde dans les grands mouvements comme ça, qui ont vraiment associé révolution, art, etc., c'était plutôt des collectifs. Et par rapport aux futuristes, on rejoint ce que vous disiez en fait par rapport à la question. Avec Schleusert, c'était le système tonal, etc. Mais avec effectivement les futuristes, c'était le début d'intégrer des bruits dans la musique, donc le bruit en tant que désordre, et donc il y a toute évidemment cette filiation. Oui, c'est juste le nous en particulier est très important en effet, parce que le je suis la révolution en musique, c'est un peu un pensable, je pense, parce qu'il n'y a pas ce moi lyrique, quoi. Le poète, enfin, qu'il écrive des vers ou pas, j'imagine que c'est une figure du moi lyrique qui peut dire ça. En musique, je ne vois pas qui pourrait la dire. Par contre, le nous sommes la révolution, ça, c'est tout à fait viable, ça, en effet. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou remarques? En fait, je me pose la question à quel niveau on pourrait peut-être envisager une communauté possible pour cette révolution impossible, parce que il me semble que malgré cette sorte de condamnation du commun, du Dieu commun, la révolution, le sens commun de la révolution, il n'y a pas forcément une condamnation de la communication. Il me semble au contraire qu'on essaie de creuser une ouverture de la communication sur laquelle se fonde une communauté autre. Donc à quel niveau on pourrait envisager cette communauté? Je suis frappée que le mot de la politique aujourd'hui c'est communauté, c'est plus révolution. Pour les questions d'esthétique, on en parlait avec une spécialiste de théâtre tout à l'heure. Le bon mot politique aujourd'hui pour la littérature, en tout cas,
Alors que Ces c'est un mauvais communautés. mot pour la politique en même temps. Oui, C'est ça oui, qui est oui. paradoxal. Oui. Enfin, c'est comme ça que j'entends votre question. Mais Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a une communauté paradoxale qui est recherchée à travers la révolution poétique. En fait, une sorte de communauté négative, hein, impersonnelle, enfin, une communauté assez complexe puisque les sujets ont abdiqué en même temps. Hein. C'est une communauté de non-sujets qui doit se constituer. Communauté un peu vertigineuse, un peu dangereuse, peut-être par certains aspects, mais je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Vincent Kaufmann a pas mal travaillé sur cette idée, hein, sur l'idée des groupes avant-gardistes et de leur idée de communauté, justement. Hein. Donc, en substance, oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a une sorte de communauté négative qui est cherchée à travers, et que ce n'est pas simplement, même si Blanchot dit « je suis la révolution », c'est mai 68 où il se sent bien, pour finir, et dans le comité anonyme, hein, écrivain. Mais typiquement, c'est l'anonymat qui plaira à Blanchot. C'est une communauté anonyme, c'est une communauté un peu particulière, quoi. Ouais. merci beaucoup à tous les deux. Une très belle séance. Merci de votre invitation. Merci à Laurence.